Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver. Les finales NBA ont commencé. On est dimanche. On connaît aucun score. On a réussi à garder le secret. Non, c'est pas vrai. On vous spoil pas du tout. C'est juste que on enregistre, comme vous le savez, cette émission un peu plus tôt dans la semaine. Donc, si vous connaissez déjà les scores et si on dit des bêtises ou des mauvais pronostics, il ne faudra pas nous en tenir rigueur. En tout cas, pas à moi. Il faudra en tenir rigueur à ce monsieur, monsieur Théophile Omesser, Tout est puisque de c'est ma faute, lui, quoi. puisque c'est lui qui est dans les petits papiers de la National Basketball Association avec ses deux comparses, Shai Mamou et Antoine Pimel. Donc, c'est lui qui est au cœur du complot. Théo, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Et tu sais, j'ai pensé à toi parce que j'ai eu... alors, on lit bien sûr les commentaires que vous pouvez laisser. Il y en a un qui m'a fait vraiment... qui m'a fait beaucoup rire. Du coup, je vais en parler. Quelqu'un qui appréciait pas mon élocution et tu sais, qui s'est même demandé si j'étais un ancien bègue. Alors, ça m'a fait rire. Alors, Je l'ai bien pas vu. sûr, je me moque pas des gens qui peuvent avoir ce problème-là, mais je sais pas si t'es fan de Camelot, mais il y a un épisode de Camelot où il y en a un qui traite l'autre de fils d'unijambiste, et j'ai trouvé que c'était une magnifique insulte ancien bègue, je me suis demandé si j'allais pas rajouter ça, tu sais, sur ma description LinkedIn ou un autre truc. Donc moi, je passe une excellente semaine, excellente semaine. On est effectivement jeudi, j'ai hâte de voir le premier match de ces finales ce soir. Moi, tout roule. Et cette émission, comme toujours, on met un temps fou à la monter. C'est pour ça qu'on enregistre le jeudi pour enlever tous les problèmes d'élocution de Théo qui sont mais, innombrables. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours très très long. Le seul moment où tout va bien, c'est quand il rigole, où là on montre rien. Donc tout va bien. Mais on lit tout le temps vos commentaires, et notamment sur le culture. Et la semaine dernière, quelqu'un nous a dit, parce qu'on a évoqué rapidement, en parlant de Reggie Miller, le Malice at the Palace, et quelqu'un nous a dit, ah, vous devriez en parler plus longtemps dans une émission. On l'a fait, j'ai mis le lien en réponse à ce commentaire. N'hésitez pas à aller réécouter, si vous êtes nouveau dans Pop Culture, les épisodes de la première saison, de la saison de l'année dernière, puisque il faut savoir qu'Op Culture, on essaye, dans la mesure du possible, de vous parler d'actu, bien sûr, mais ça, le CQFR le fait encore mieux que nous, mais aussi d'être le plus intemporel possible. Donc, ce Malice at the Palace, je pense qu'on en a parlé sur les 78 épisodes qu'on a fait. On a bien dû en parler une trentaine de fois. Donc, il faut aller chercher un petit peu à droite, à gauche, voilà, comme un livre dont vous êtes le héros. Il faudrait faire le Hoop Culture dont vous êtes le héros. Ça, c'est quelque Pas chose mal à ça. faire. Et de l'actu, il y en a, Théo, puisque ça y est, Théo. Tibbs Tibbs est au chômage, Théo. Alors, je sais que tu y es pour quelque chose, je m'en doute. Enfin, en tout cas, je pense que tu ne trahis aucun secret en sachant que, vu le lobbying que tu peux faire depuis 2016 contre Thibodeau, enfin, en tout cas, cette année, tu avais ciblé quand même les difficultés de coaching là-dessus. Le bilan est plus qu'honorable, on va pas se mentir, hein, du coach Thibodeau. Le, la question, c'est qu'est-ce qu'on y perd par rapport à qu'est-ce qu'on va récupérer. L'autre question, c'est on peut parler d'un précédent. Est-ce que toi, tu vois un précédent ou une jurisprudence presque à la Mark Jackson, c'est-à-dire que lui a tiré le maximum de ce qu'il fallait faire et qu'il suffit d'un dernier tout petit clic que pourrait apporter un Michael Malone ou autre, bien sûr, pour passer le fameux cap et ramener New York en finale. Ouais, alors j'étais très partagé, tu sais, pour Thibodeau parce que ça reste un excellent coach NBA. Son parcours avec New York, il est même, enfin, il est plus que correct. Il est super. Ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas connu ça. Je le redis, c'est un coach, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va faire progresser ton équipe, il va faire de ton équipe une équipe qui est performante. Par contre, j'avoue que j'ai été très frustré ce parcours de playoff, même s'ils ont, même depuis le tour contre Détroit, même, ils sont allés jusqu'en finale de conférence, c'est super, mais j'étais voilà, frustré par. Alors, je suis pas à donner des conseils au coach, hein, c'est pas moi qui me permettrai de faire ça de mon canapé, mais je t'avoue que quand je comprends pas les choses, ça suscite de l'énervement massif chez moi et je voyais les rotations, les choix parfois. J'étais vraiment dans l'incompréhension. Et pour le coup, je pense qu'on ne mesure pas le degré de détail que mettent tous les entraîneurs dans leur plan de jeu. Et je pense qu'il n'y a pas une seule question que je me suis posée
Thibodeau ne s'est pas posé. C'est juste, j'aurais rêvé être dans la, tu sais, dans la pièce, tu vois, dans le staff, dans les rendez-vous de staff de coaching pour voir en fait quelle est la justification derrière tout ça. Voilà, je fais un peu long pour quand même rendre ses fleurs à Tom Thibodeau, qui est un excellent coach. Mais tu parlais de plafond, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'au bout du compte, là, il touchait le plafond. Il a élevé j'aime bien cette métaphore, mais il a élevé le plancher très haut de New York. Mais là, voilà, on ne tient pas debout. Hein. C'est le deuxième étage, c'est le demi-étage comme dans la peau de John Malkovich. Là, entre le plancher et le plafond, il n'y a plus la place de se redresser. Et oui, précédent, tu as parlé de Mark Jackson et Steve Kerr, et je le répète, il y en a un autre, c'est dont Rick Carlisle avait été la victime, c'est quand il coachait Détroit, et que Détroit, alors que je sais plus si c'est cette saison-là ou l'année précédente que Carlisle avait été élu coach de l'année, mais Détroit a eu l'opportunité de prendre Larry Brown et a viré Carlisle pour prendre Larry Brown, et je pense que c'était un peu la même idée à l'époque, de se dire, bah, ce coach nous a emmené jusque-là, mais il faut peut-être une autre personne pour nous emmener au-delà. Et force est de reconnaître que ça a été gagnant, parce que 2004, ils sont vainqueurs d'une finale sur laquelle personne n'aurait parié. Personne n'aurait parié en tout cas que ces Pistons seraient champions et battraient l'équipe qu'on nous présentait comme invincible des Lakers, mais ça a payé. Je pense que c'est les deux parallèles qui sont les plus simples à tirer, parce qu'effectivement, finale de conférence après 25 ans, la logique, ce qui se passe d'habitude, c'est que tu gardes ton coach. Mais je comprends, je trouve ça, d'un côté je trouve ça dur, et en même temps je comprends le choix du côté de New York. Si vraiment tu veux avoir une chance peut-être d'essayer de rentabiliser au maximum cette équipe qui est quand même très coûteuse, t'as pas une saison de plus à perdre entre guillemets, où t'as plus le temps d'essayer, quoi. C'est ça, et puis ça prouve une fois de plus que la NBA est vraiment une ligue de joueurs et pas une ligue d'entraîneurs, contrairement à beaucoup d'autres, et que les joueurs ont été consultés apparemment pour prendre cette décision. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a été fait suffisamment tôt pour permettre à celui qui arrive de pouvoir profiter de la draft, de pouvoir donner ses intentions, de pouvoir travailler sereinement tout au long de l'été, et de ne pas être bombardé avec un effectif qui connaît peu ou à peine, même si je me doute qu'à ce niveau-là, tout le monde se connaît parfaitement. Mais voilà. En fait, la décision, elle est surprenante parce qu'elle est rapide et qu'elle est vraiment sans appel tout de suite. Mais oui, elle est pas incompréhensible, en tout cas, on va dire. En tout cas, une chose est sûre, mon cher Théo, c'est que Tom Thibodeau n'aurait peut-être pas figuré dans une anthologie Rivers. Et pourtant, c'est bien une anthologie Rivers qui va sortir. On est aujourd'hui dimanche, donc vous avez déjà dû avoir cette newsletter qui est sortie jeudi, justement, le jour où on enregistre. Et quelle belle surprise de voir la cover. On en a parlé l'autre jour, on a parlé d'une anthologie, c'était celle de Get Busy avec Musul, Cher et Musul qui avaient fait ce merveilleux travail. Et finalement, quand on fait une anthologie, c'est quand même qu'on a laissé une trace quelque part. Donc, j'imagine beaucoup de fierté dans cette anthologie, première du nom, on ne sait pas, on verra peut-être plus tard, mais en tout cas, une anthologie de votre travail à toute l'équipe Rivers. Ouais, parce que 2025, c'est les 20 ans de Rivers, tout simplement. Un premier numéro est sorti en 2005, donc on voulait un petit peu marquer le coup, parce que je t'avoue qu'on est assez fiers tout simplement de continuer à exister, vu le climat pour la presse papier, pour l'écrit. Je pense que c'est déjà une petite, un succès en soi d'avoir réussi à durer. C'est vrai qu'on s'est lancé au moment justement où la presse commençait déjà à décliner. C'est le sens du contre-pied et du reverse jusqu'au bout, en fait. Tu vois, déjà, on n'a pas pris vraiment le sens du vent, comme on pourrait dire. Ouais, beaucoup de fierté, parce qu'en fait, je t'avoue que même quand on s'est replongé dans ces presque 90 numéros, en prenant le magazine Rivers et puis les MOOC, j'avais oublié qu'on avait traité autant de choses. J'ai été même agréablement surpris par, je pense quand même la qualité de notre travail, même au tout début quand c'était les balbutiements. Et surtout, j'ai retrouvé cette même énergie, cette même envie de traiter tous les baskets sur un plan d'égalité, le basket européen, la NBA, le basket français, les filles, les playgrounds, etc. Et cet ADN qu'on a encore aujourd'hui, même si beaucoup de choses ont changé. Il y a des gens qui nous ont rejoints, d'autres qui sont partis vers d'autres aventures.
C'est vraiment un périple d'une toute petite équipe indépendante qui a réussi à se maintenir à flot. Et ouais, il y a pas mal de fierté quand même là-dedans. Et surtout, je pense la fierté, c'est de vous avoir, vous, la communauté, celle qui nous a découvert peut-être avec les podcasts, celle qui nous suit depuis les débuts de Basket Session, celle qui nous a accompagnés avec Rivers le magazine, puis Rivers le MOOC. C'est voilà, de pouvoir se dire que en tant que passionné, on a continué à pouvoir compter sur d'autres passionnés pour poursuivre cette aventure Rivers. Alors, la question que les gens vont poser en voyant une anthologie 2005-2025, puisque depuis 2000, c'est qu'en 2020, le premier MOOC, Ouais. l'arrivée du premier MOOC, est-ce que cette anthologie reprend des articles des MOOC ou est-ce que c'est uniquement sur les mensuels Rivers qui ont précédé ou bimensuels? Alors c'était ouais, à l'époque on en sortait 5 ou 6 par an. Donc effectivement, on a compilé les meilleurs articles une partie des meilleurs articles parce que je pense qu'on fera plusieurs volumes du magazine Rivers en se Mhm. disant même que des articles qui pouvaient être très comment dire ponctuels comme des récaps de finale, c'est comme des petites Madeleines de Proust, des petites capsules temporelles où tu vois tu te replonges dedans. Moi même en relisant notamment tu vois par exemple récap des finales 2008 remportées par Boston, il y a des choses que j'avais complètement oubliées, des détails, des ajustements, etc. Donc il y a ce côté-là sur les magazines. Pour ce qui est des articles du MOOC, il y en a peu qui ont été repris. On a simplement pioché dans des articles qui faisaient partie de nos 3 premiers numéros, avant Mhm. qu'on fasse des thématiques complètes et où l'intégralité des pages soit consacrée à une thématique. On a pioché uniquement dans nos 3 premiers numéros des articles qui n'ont pas encore été réédités lors notamment des rééditions premium qu'on avait pu faire pour le MOOC 1 et le MOOC 2 notamment. Donc voilà, il y a quelques articles du MOOC, mais pas tant que ça. C'est vraiment surtout, principalement, les 67 numéros du magazine Rivers, plus le hors-série. Voilà, c'est là-dedans qu'on a pioché le plus d'articles pour cette anthologie. Donc, si on s'est mis un Rivers juste pour tous les MOOC et pour les MOOC et qu'on a tous les MOOC, on découvrira quand même 95% du nouveau dans cette anthologie. Ah oui, bien plus même que 95%. Même je te dis, alors j'étais pas là au tout premier numéro, je crois que je suis arrivé dans le numéro 5 de mémoire, quelque chose comme ça. Mais même moi-même, il y a trop de choses que j'avais oubliées, quoi. Des articles qui avaient été faits, il y avait comment dire, des espèces de parodies, des fausses couvertures, des fausses interviews, même des articles que moi-même que j'avais écrits, que j'avais complètement oublié. Je t'avoue que c'était assez kiffant de faire ce travail d'archéologie quasiment, tu vois. Et j'espère que les lecteurs apprécieront, mais je trouve que ça fonctionne assez bien pour se replonger dans 20 ans de basket. Tu vois, même sur l'évolution du jeu, c'est assez drôle de voir, de retrouver par exemple le tout premier article qu'on avait fait sur Stephen Curry quand il était encore à Davidson, mais qu'il était sophomore, je crois, ou le premier article qu'on avait fait sur Giannis Antetokounmpo quand on savait pas encore du tout si ces joueurs-là auraient le potentiel pour devenir ne serait-ce que des joueurs d'impact en NBA. Il y a tout ça, il y a des questions sur les débuts des analytics, sur la fin des pivots, est-ce que vraiment on peut jouer sans pivot, est-ce que c'est le retour des pivots, tu vois, toutes ces évolutions du jeu pendant 20 ans, c'est assez drôle de se replonger dans tout ça. Et quand tu regardes et tu t'es replongé là-dedans, quel est pour toi la... Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es replongé dans un article que vous avez mis dans cette anthologie et où tu t'es dit, ouah, là, soit on l'avait pas vu venir, soit ça semble un autre monde, soit on a été bon sur ce coup-là et on avait bien anticipé l'affaire. Il y a un peu des deux. Alors, il a pas fait le cut de cette anthologie, mais il fera peut-être le cut d'une prochaine. Il y en avait un, c'était l'article, c'était quoi j'ai oublié là. Je crois que c'était genre Charlotte Bobcats, champion NBA en 2012, un truc comme ça. Donc là, là, c'était une plantade complète. Voilà, mais c'était déjà un article d'anticipation. Ça devait être, tu vois, il a dû sortir en 2005, ce papier-là. Donc ça, par exemple, c'était une plantade. Il y en a sur lesquels on avait vraiment vu juste Stephen Curry. On avait quand même bien vu juste tôt, je pense. Il y avait Nando De Colo aussi, qu'on annonçait comme un futur très grand d'Europe. Et même on avait mis, il sera genre champion, double champion d'Euroleague avec le CSK. C'était bien avant même qu'il ne quitte. Il était encore à Valencia, en Espagne à l'époque, je crois. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles on avait bien vu. Et des choses sur lesquelles on s'est planté. On avait fait notre cover de notre hors-série, le seul hors-série qu'on avait fait de Rivers. C'était sur
sur l'évolution et les grandes générations du basket. Et il y avait, en gros, de mémoire, il y avait Jordan et la génération 84, Kobe et la génération 96, et Andrew Wiggins et sa génération. Donc tu vois, Andrew Wiggins n'est pas le digne héritier de Jordan et Kobe, manifestement. Donc oui, il y a un peu de tout ça, mais ça permet aussi de se replacer, tu sais, à l'époque, et de voir ce qu'on pensait du basket ou du potentiel des joueurs. Et c'est assez marrant, tu vois, de voir justement ces choses-là, les choses, euh, bah, ce qu'il y avait consensus, pas consensus, et de voir quelle était un petit peu la température de l'époque. Et puis surtout, c'était une autre manière de consommer, d'analyser et de voir le basket pour vous. L'écriture de ces articles sans être influencé par des réseaux sociaux, d'innombrables highlights vidéos et autres podcasts qu'on peut écouter et qui nous influencent d'une manière ou d'une autre, qui nous donnent des idées d'une manière ou d'une autre, qui nous donnent des idées de choses à ne pas faire d'une manière ou d'une autre, pareil. Donc ça, j'imagine que c'est finalement c'est le principe de l'anthologie, de voir cette évolution. Et comme tu dis, je pense que ça va parler à beaucoup de gens en tant que Madeleine de Proust de se replonger dans l'écriture ou dans la lecture de résumés de finale qu'on n'avait pas forcément, puisque à l'époque on avait le match, mais on n'avait pas l'analyse. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les CQFR, les analyses en direct, les débriefs en live, etc. Donc c'est extraordinaire, mais qu'on n'avait pas à l'époque. Donc l'analyse, savoir si ce qu'on pensait était juste, on aimait bien se plonger dans Rivers pour savoir si on avait juste ou si on avait tout mal compris finalement. En relisant, il y a un truc, tu vois, qui m'a fait sourire. Alors, je sais plus la date précisément. Je crois que c'est dans un article sur Stephen Curry, et je pense que c'était 2015, où on se posait la question de savoir s'il a, ou 2014, ces eaux-là. Attends, c'était peut-être même un petit peu avant. On se posait la question de savoir si ça pouvait être un MVP, tu vois, si ça pouvait être vraiment le meilleur joueur de la ligue. Et il y a une petite phrase sur LeBron, et la phrase sur LeBron, c'était en passant, tu vois, du genre, oui, bah de toute façon, là, LeBron, maintenant, le déclin commence comment dire, à s'amorcer doucement. Tu dis, 20 ans plus tard, le mec est toujours là. C'est vraiment le Highlander, hein. C'est celui qui a traversé ces 20 ans de Rivers. C'est celui qui est là de 2005-2025. Il est là du début à la fin. Et c'était assez marrant de se dire qu'il y a 10 ans, on se disait qu'il avait commencé à décliner et que il a fallu attendre, quoi, je sais pas, de ces toutes dernières années pour que je dis pas qu'il n'y ait pas un déclin qui était amorcé, mais pour qu'il soit visible, il a fallu attendre 10 ans de plus quasiment. Non, puis finalement, c'est lui qui le fil rouge. Même toi, tu as fait moins que lui. Oui, exactement. Absolument, j'ai fait moins que lui au sein de Rivers que moi, moins longtemps que LeBron, t'as tout à fait raison. Mais c'est Non, moi mais qui avais signé le premier long papier sur lui, donc c'était marrant, tu vois, c'est parmi les trucs que j'avais oublié, le premier long papier sur LeBron, c'était moi qui l'avais signé pour le coup. bon, en tout cas, ça doit être drôlement chouette de relire tout ça, de voir avec un œil nouveau toutes ces choses qui sont sorties. Donc, c'est disponible déjà en précommande, c'est ça? Et ce sera livré à la fin du mois. C'est ça, exactement. Donc c'est comme toujours sur Basket Session exclusivement et uniquement. Et j'ai plus la date en tête, mais jusque vers le 20 juin, les frais de port sont offerts pour la France métropolitaine. Donc c'est le moment d'en profiter. Bon, une chose, je sais, dont tu ne profiteras jamais, c'est, vous avez peut-être vu mon t-shirt de Tracy Il est McGrady magnifique. avec son maillot blanc, tu ne profiteras jamais du nouveau maillot du Orlando Magic. Bah tu connais mon problème de rayures, voilà, j'ai ce problème avec les rayures, je le confesse, même si j'ai trouvé ça plutôt sympa comme lifting, je sais pas ce que t'en as pensé toi de ce nouveau maillot. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Le nouveau logo, je suis pas fan, mais j'aime bien qu'on aille chercher un petit peu l'héritage des choses qui ont fonctionné. On a le droit de dire qu'on s'est planté parfois et que c'était mieux avant, ou pas, mais en tout cas, je, enfin, je pense que c'était pas compliqué à comprendre. Il suffisait de voir dans le cœur des fans qui portaient. Je pense que quand tu vas dans la salle d'Orlando, tu vas avoir plus de gens avec un maillot de Penny Hardaway, même aujourd'hui, peut-être qu'avec un maillot de Banchero ou un maillot de Dwight Howard. Et même le maillot de Dwight Howard à l'époque était rayé la plupart du temps. Donc, je pense que ces rayures-là, elles sont. J'aime bien le fait de dire c'est les nôtres. Parce que finalement, je me Hmm. rends compte que ces rayures-là, c'est vraiment les rayures d'Orlando, point barre. Et pour un jeune club donc non titré, d'avoir une cote d'amour dans l'esprit des fans, en tout cas sur leurs uniformes, voilà, je trouve que c'est une bonne chose. C'est de J'ai bonne un maillot guerre.
J'ai un maillot du Magic d'ailleurs, ça fait partie des rares jerseys que j'ai qui m'avait été offert par ma douce et tendre. Tu sais, c'était le logo avec le A qui était remplacé par une étoile et c'était le Mhm. maillot de, Ouais, de Grand Hill. Ouais, qui était celui-là, beau. là, Ouais, avec. voilà, exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Mais sans Bah, pile, rayures. c'est ouais, exactement ça en blanc comme ça aussi. Ouais, Mais le sans même. rayures. Sans rayures, ouais. Ouais. Sinon, ce serait ton ex-femme. Non, je serais sans doute pas allé jusque-là, mais Mais c'est pas loin. En très tout bonne cas, punchline. il y aurait eu un avertissement sérieux. Voilà. Bah, allez, merci à tous. Bonne fin de Ciao. semaine. Allez, bon café, un café, l'addition. C'est une semaine. On a vécu quand même une semaine riche en émotions pour le sport français. On va pas se mentir, Théo, même si je suis même pas sûr que tu saches ce qui s'est passé la semaine dernière, le samedi 31 octobre, vers 22h30. Alors, peut-être que tu as entendu deux, trois pétards autour de chez toi, puisque toi qui es dans la région parisienne. Mais j'en profitais pour en parler des rééditions, des anthologies et de la réaction de la presse écrite. Je voulais saluer notre copain Vincent Berthe qui, donc aujourd'hui, c'est-à-dire à peine 3 jours après, a sorti un numéro déjà spécial sur le sac du Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe. Donc voilà, moi je suis toujours admiratif des gens qui travaillent aussi vite et aussi bien. Donc SoFoot toujours à la pointe de tout pour parler de foot. Je sais pas si tu t'es déjà plongé là-dedans, mais il n'y a rien qui ressemble plus à Rivers qu'un SoFoot finalement. Ouais, si, Euh, si, j'en ai déjà vu, bien sûr. bon voilà, donc c'est cette SoFoot qui a déjà sorti quelques anthologies bien senties également pour leurs anniversaires, des bons gros pavés, des bons gros numéros. Et donc voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil en leur disant bravo et merci de nous continuer à nous faire vivre de jolies émotions. Même si vous êtes déjà en train de citer, est-ce que Pierre-Armand Samama, il me semble que tu es du côté de Marseille. Donc, C'était la question que j'allais poser. J'allais te poser une question sur l'ambiance globale. donc, on va te retrouver. Ta voiture est déjà là. Ton chat est pris en otage. Merci de nous verser une rançon. Voilà, non, non, mais Mais, il n'y a pas de débat. mais c'était comment, du coup, l'ambiance C'était, Parce que moi, c'était, je t'avoue que bon, c'est vraiment pas de la posture. J'y connais franchement rien du tout. À tel point que même l'adversaire du Paris Saint-Germain, je me suis rendu compte que pendant 48 heures, j'avais pas le bon en tête. J'ai fini par être corrigé par un mec de la rédaction qui m'a dit non, mais c'est pas cette équipe-là contre qui il jouait. Mais du coup, je me demande, ouais, quand même, parce qu'on a posé la question à Shai, qui est un grand supporter de l'OM, pour savoir s'il était pas en dépression, comment c'était l'ambiance dans Marseille? toi, t'as cru que c'était quoi, l'Intermarché de Milan, c'est ça? Non, je croyais que c'était Real Madrid, tu vois. C'est pour te dire à quel point j'étais à côté de la plaque. Mais je blâme mes enfants. Je blâme mes enfants. C'est mon fils qui m'avait pas donné la bonne information. Je me suis dit, bah, de toute façon, il est à l'école, il est mieux informé que moi. Il doit avoir raison. Mais oui, j'y étais pas du tout. L'ambiance, bah, je sais pas si tu as vu la tête d'Erwan Abotré cette semaine dans First Team. Il était au bord du gouffre et il était malheureux comme tout. Bah, les gens étaient tristes. Tu leur prends un petit peu Alors, c'est débile de dire. Il y en a qui disent c'est la dernière chose qui nous restait. Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est le, le, le dernier truc qui rendait l'Olympique de Marseille vraiment différent par rapport à tous les autres clubs. Alors, sur tous ceux qui restent, à part le Paris Saint-Germain, bon, il reste ça. Mais euh, le Marseillais, il y a un truc qu'il a en lui. Et tu vois, quand tu ouvres il y a plein de comédie clubs qui ouvrent à Marseille, les mecs, tu as envie de leur dire, mais pourquoi vous ouvrez des comédie clubs où on s'assoit sur un banc et moi je regarde les gens passer, hein. Ça me suffit. Il y a un ou deux fous qui va arriver, et on va rigoler comme des fous. Et en fait, il y a un truc à Marseille, c'est qu'on aime bien chambrer. Ça, on aime bien rigoler. Et cette possibilité de chambrer toujours le Paris Saint-Germain qui avait vécu des moments terribles de désillusion, de tristesse, de tout ce que tu veux, de misère sportive et de misère émotionnelle, c'était toujours un moyen de rigoler. Voilà. Après, et en fait, je pense qu'il y a plein de Marseillais, c'est le fait qu'on ait pu leur enlever ça, ils sont tristes là-dessus. Après, c'est du clubisme. Et moi, le débat, euh, je comprends pas que c'est un club français, on ne soutienne pas et tout. Moi, pour moi, ça y est, c'est un débat qui n'existe pas. Il y a, c'est des affinités. On soutient une ville, on soutient un club.
quand son club a performé, on n'a pas envie que l'autre fasse pareil. C'est normal. Ça a toujours été ça. C'est une bonne guerre. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Je trouvais que le débat qu'il fallait tous être pour Paris n'avait pas d'intérêt. Bon, moi, j'ai pas un réflexe de supporter particulier, donc j'étais super content, quoi qu'il arrive, de voir le sport français tout en haut. Donc, euh, donc voilà, j'ai regardé cette finale comme je regardais un Monaco Fenerbahçe, tu vois, c'est-à-dire Hmm. avec l'envie que le sport français soit tout en haut. Donc, voilà. Écoute, moi, je vais te faire une confession. J'ai vu 2 matchs de football en intégralité dans ma vie. Le dernier, c'était la dernière finale de Coupe du Monde parce que mes enfants voulaient absolument la voir. Et le premier, c'est la finale de la Coupe d'Europe 93, Marseille, que j'ai regardé. C'est donc l'un des 2 matchs que j'ai vu en entier dans ma vie. Il y en a un, c'est quand même quand Marseille a été champion d'Europe avec la tête de Basile Boli. Donc tu vois, c'est la seule référence footballistique que je peux sortir avec assurance. Contre qui? J'en ai aucune idée. Je m'en rappelle absolument pas. C'est exceptionnel. Oh putain. C'était qui alors du coup? Dis-le moi comme ça je pourrais le noter dans mon C'était petit le, Rolodex. c'était le grand Milan AC en Ok, 1993. Voilà, tu pourras le noter quelque part et le très bien. ressortir. Mais ne crois pas que ça va te permettre de briller en société, de faire genre, eh les gars, Marseille, ils avaient gagné contre le Milan AC et faire le malin parce que tout le monde va te dire, c'est comme si tu disais, la France a gagné la Coupe du Monde contre le Brésil. C'est pareil, c'est-à-dire tout le monde le sait. D'accord. Parce que c'est mes deux seuls, pourtant c'était mes 2 seuls go-to move. C'était la tête de Basile Boli en 93 et l'autre c'est Joël Batz. Je n'ai aucune idée de pourquoi le nom de ce gardien de Saint-Étienne était à la mode quand j'étais gamin. Mais quand j'étais môme et qu'on jouait dans la cour, tout le monde voulait être goal. Et donc moi, mon rêve, c'était d'être goal volant à l'époque. Donc j'avais le droit de sortir des cages pour aller essayer de mettre des buts et de dire que j'étais Joël Batz. Un mec que j'ai absolument jamais vu jouer de ma vie. Mais c'était, voilà, c'est mes 2 références footballistiques. Je comprends que tu l'aies jamais vu jouer, ça t'aurait évité de dire qu'il a joué à Saint-Étienne, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'a C'est vrai. jamais joué à Absolument jamais joué à C'est Saint-Étienne. vrai. Putain, il jouait pas en vert. C'était pas un mec qui. C'était pas. Je pouvais pas dire allez les verts, j'adore Alors, jouer le bat, ça allait pas du tout. à l'époque, les gardiens jouaient souvent avec des maillots verts. Donc c'est peut-être ça que tu as en Ah, tête. parce qu'on Voilà. l'appelait l'ange vert. Ça j'ai bon ou pas? Pas du Bah, tout. je te... C'est Dominique Rocheteau qui était l'ange vert et qui avait le même type de coiffure. C'est merveilleux. Ah bah tu vois. Bon bah si en plus maintenant je me fais blouser par la permanente des joueurs dans les années 80, tout est contre moi quoi. C'est Je peux pas bien. m'en sortir. C'est bien. J'espère qu'un jour, ton fils te dira que le Black Mamba était Klay Thompson. Voilà, ce sera. Très bien. Tu viens de me dire un peu la même chose, là. Ok. Très bien. Bon. Était Klay Thompson qui jouait à Charlotte. Voilà. Bon, bah autant pour moi. Je m'excuse encore une fois auprès des personnes que j'aurais pu offenser par mon inculture crasse en matière de football. Là, on l'a bien vu. Et puis alors, c'est vraiment l'expression continue à creuser. Donc, on va s'arrêter là tout de suite. Tu sais, j'essaie de me raccrocher, de sortir des phases pour montrer que je m'y connais un petit peu, sortir les surnoms des joueurs, mais non, c'est dramatique. La honte. On va parler d'autre chose, en effet. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as vu, toi, cette semaine, Théo, qui t'a tapé dans l'œil, dans l'oreille On va Mais parler de plus ou musique tout moins. à l'heure. Alors oui, on parlera musique tout à l'heure. Je m'interroge toujours, on en a parlé un petit peu dans le CQFR, tu sais, le changement de format là, du All-Star Game Oui, annoncé par Adam Silver avec, qui partirait vers une confrontation joueur US, joueur du reste du monde. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pierre Armand? rien du tout. Je pense que ça ne changera rien du tout. À partir du moment où les joueurs n'ont pas envie de courir ce jour-là, ça ne changera rien du tout. Si les Européens partent au taquet et qu'ils se rendent compte qu'en face, ça court pas, ils ne courront pas plus. Donc, c'est mort dans l'œuf. Ça ne changera, à mon sens, rien du tout. Le seul moyen de faire une confrontation au reste du monde contre les États-Unis, c'est les Jeux Olympiques. Les mecs, ils en ont rien à foutre de taper des joueurs ricains. En plus, je vais être très honnête avec toi, ils les tapent toute l'année. On n'a qu'à voir la liste des derniers MVP et je pense que le truc est là. À la limite, beaucoup de gens disent, ouais, on va voir les Européens, ils vont avoir envie Mais moi, je pense que c'est peut-être même le contraire. Je pense que c'est les Ricains qui vont vouloir montrer au reste de leur public sur leur terre que ça reste eux les patrons. Je pense que s'il y en a qui feront les efforts, c'est peut-être maintenant.
J'en ai aucune idée, je suis pas sûr. Je pense que c'est un move qui en plus est annoncé super tôt pour pouvoir Adam Silver qui essaye de mettre un peu de buzz autour de tout ça, sachant que sa finale va être diffusée sur France 3 Auvergne à partir de ce soir. Donc, en différé, On diffère. C'est ça. et commenté par Richard Dacoury et Vincent Lagaffe. Je pense que ça va être ça. Parce que je pense il doit être en déprime. Tu m'as sorti un nom qui est revenu de nulle part là. Là, j'avais pas Vincent Lagaffe sur ma carte de bingo pour le culture d'aujourd'hui, là. Oui, mais sûrement dans l'anthologie Reverse, obligatoirement. Bien sûr, absolument. Je sais pas, Théo, si tu as vu, mais on parlait de documentaire il y a pas longtemps. Il y a une nouvelle série là, qui est sortie autour de Shaquille O'Neal et Reebok. Oui, Voilà. Je sais pas j'ai si. vu Shaq et Iverson, je crois. Il me semble que c'est sur les deux et la manière dont ils ont essayé de revitaliser la marque, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. J'ai tenu 8 minutes. Pourtant, il y a tout ce que j'aime, C'est c'est-à-dire vrai? le basket, les sneakers et tout. Et en fait, c'est Shaq qui fait du Shaq, qui parle de Shaq, qui dit qu'il est le meilleur, qui dit que Shaq, qui dit que machin, c'était épuisant. Le montage est à la Netflix, donc ça part dans tous les sens très vite. Euh, il parle tout le temps. Iverson, c'est un taiseux, il parle pas beaucoup. Donc, alors après, j'ai regardé vraiment 20 minutes, hein, maximum. Mais ça m'a pas donné envie d'aller vraiment voir plus loin, quoi. Parce que je m'étais mis de côté et c'est assez marrant que ça Tu me soit diras ce que centré t'en sur penses, Shaq. hein. Ouais, c'est quand même pas lui qui a. Enfin, les chaussures les plus iconiques, c'est quand même celles d'Iverson, si je me trompe pas. En tout cas, moi, c'est le seul qui m'ait donné envie d'avoir ces pompes. C'était du côté de Reebok sur cette génération. J'ai eu plusieurs paires de questions dans lesquelles j'étais trop bien. Ouais. Celles de Shaq m'ont jamais fait kiffer outre mesure. Je sais pas ce que t'en penses, toi, d'un point de vue de Ah, sneakerhead. c'était dur à porter, hein, la pomme de chaque. Alors la première avait des couleurs géniales, aux couleurs d'Orlando, mais a été rééditée il y a pas longtemps. Et je suis pas sûr que ça ait bien marché. Après, ça, voilà, il y Hmm. avait le système pump à l'intérieur qui est, je pense, le truc le plus aberrant qu'on ait jamais vu dans une chaussure de basket pour, pour mourir doucement, hein, pour une mort lente et bah, on n'a plus d'air, on n'a plus de sang vers le cerveau et puis on disparaît doucement. On s'en rend pas compte, on se sent comme dans un brouillard. Et puis, puis voilà, puis on dit au revoir aux gens. Donc, c'est quelqu'un qui appuie sur la valve et que ça fait sur ton pied et que ton corps reprenne une activité normale. Mais non, 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 c'est de la question, oui. Et puis chaque sa chaussure, c'était des chaussures de géants. C'était comme la E-Wing ou Ouais, c'est ça. cette Ou les espèce de truc Mutombo. en acteur. Et après, il y avait la fameuse Shaq Gnosis là avec cette espèce de tourbillon noir et blanc qui était très dur à porter, pareil, sous peine de se faire moquer dans la rue. Donc voilà, c'était pas des chaussures de streetwear. C'est, voilà, c'est pas des. La question, je pense, c'est beaucoup plus iconique à bien des égards. Mais du coup, ouais, Shaq, il parle tout le temps, il présente Iverson comme vice-président. Yeah, c'est le vice-président, et tout le temps lui taper sur l'épaule ou sur le haut de la tête. Enfin, fatigué. Sur le haut de la tête. Fatigué, fatigué. Il y a une réunion avec le président de Reebok qui commence à parler. Ouais, alors voilà, et tout. L'autre, il le coupe. Il dit, ah, je tiens à dire que lui, je l'ai connu, il était au courrier, tu vois, c'est lui qui distribue le courrier. Bon, ok, bon, allez, je veux bien le truc bien pour te saper le moral. Alors, en effet, l'autre derrière, tu vois une interview. Oui, c'est vrai, j'étais au courrier en premier, mais tu vois, sur le coup, il le coupe. Donc, l'autre, Hmm. il le regarde. Et donc, tu vois. Donc, j'ai pas eu C'est envie d'aller plus loin. On voit apparaître, on voit Angel Reese aussi apparaître. Je pense qu'on va la voir pas mal et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà. Ouais, j'ai vu juste les présentations, j'ai même pas perçu qu'il était déjà sorti ce documentaire. Je jetterai un coup d'œil quand même. Je sais plus si on en avait parlé dans un Web Culture. Tu avais vu celui sur N1, sur Ouais. l'aventure N1 Mais il y en a deux, en fait. Il y en avait deux. Il y Ouais, en avait un dans le cadre de cette fameuse série là, l'envers du sport, Envers du ça en sport. français, Il y en ouais. avait une. Et il y avait un vrai truc sur N1. Bon, ça se recoupe à peu près, hein. Mais celle sur, je crois que c'est l'envers du sport, était sur le côté un peu
un peu subversif du truc, dans le sens la manière dont ont été entre guillemets exploitées toutes ces tournées et j'allais dire les artistes, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est pas si Le lat- loin, hein. mais c'est pas si loin, hein. Ils étaient considérés comme des stars du hip-hop presque. Quand ils venaient sur un terrain, on allait les voir. Ça tenait plus d'Harlem Globetrotters que du vrai basket, on va pas se mentir. Donc c'était, ouais, les deux sont bien, mais on y retrouve pas mal de choses quand même. Quelques similitudes. Ouais, j'avais bien aimé là, celui sur de la série L'envers du sport. Pour le coup, je l'avais trouvé assez réussi Oui. parce que tu voyais à la fois la création de la marque, le côté un peu subversif, comment contre toute attente ils ont réussi à fédérer un énorme marché quand même. Et puis tu voyais ce dont tu parlais là, la manière dont ces athlètes, au bout du compte, mais c'est marrant que tu aies dit artiste parce que ça ressemblait beaucoup, tu sais, à des choses que tu peux lire sur les premières tournées ou les premiers disques sortis par des groupes en fait, où au début ils kiffent, ils voient que ça vend beaucoup et ils se posent pas la question de savoir ce qu'ils ont signé comme contrat, de quelle part de royalties ils vont finir par récupérer, etc. Ils sont dans l'excitation du moment, le fait de partir en tournée, et Ah puis ouais. après tu te poses et tu te rends compte que finalement tu as créé un truc, alors que ça soit là pour la marque N1 qui reposait quand même beaucoup effectivement sur ces tournées de basketteurs, ou les artistes où ils se retrouvent à se rendre compte que finalement, c'est le label qui va se faire 80, voire 90% de l'argent généré par la vente de disques. Il y avait de vraies similitudes, je trouve, entre ces deux phénomènes. Oui, pour moi, c'était, quand je dis les artistes, parce que ils mettent en avant des vraies jalousies entre les personnages. Oui, C'était très scénarisé aussi, mais voilà, il y avait entre le professeur, les autres, les Skip to My Lou, enfin, toutes ces bandes-là qui sont. Je sais pas si aujourd'hui ils se retrouvent avec plaisir ou pas, j'en sais rien. C'est un peu nébuleux en tout cas. C'est juste dommage que ils aient pas plus développé cet incroyable personnage de surfeur d'argent là, sans visage oui. qui sortait ses punchlines. Je trouve ça dommage. Moi j'ai joué en N1, je sais plus quel modèle, mais j'ai joué à un moment. C'était pas la fameuse Taichi, c'était un autre modèle. C'était des modèles quand même à des prix beaucoup plus abordables que l'ensemble de ce qu'on pouvait trouver à l'époque dans les shops. Je vous parle ça de la fin des années 90, début des années 2000. Donc ouais, ça rappelle plein de souvenirs, hein. Tu parlais de Madeleine de Proust. Ça rappelle la manière dont, encore plus que Steph Curry, ils ont bien niqué le basket quand même, Eloane, pendant un moment. Ouais, Bien carrément. niqué. Tu parles de la Tai Chi, c'est quand même une chaussure culte qui a réussi à être à la fois la chaussure préférée de Ben Wallace et de Laurent Ciara. Je sais pas si tu peux imaginer deux extrêmes aussi opposés dans le spectre du basket. Donc c'est bien la preuve que c'est une chaussure qui a beaucoup, beaucoup marqué son époque. Ouais, exactement, exactement. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as écouté, toi, cette semaine, Théo, qui t'a vraiment plu? Alors écoute, je regardais un petit peu les morceaux qui m'ont le plus tapé dans l'oreille et j'arrivais plus à savoir si c'était toi qui me l'avais conseillé ou pas. C'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Jalen Ngonda, qui est sorti sur le label Daptones. Et le morceau s'appelle Just As Long As We're Together et qui est incroyable, un morceau de soul avec ce son vraiment à la Daptones. Tu as l'impression qu'il sort tout droit des années, fin des années 60, début des années 70. Une voix incroyable. Donc c'est là-dessus que je suis tombé, que j'ai flashé vraiment cette semaine et j'arrivais plus à me rappeler si c'est toi qui m'avais conseillé cet artiste ou pas. J'arrive plus à m'en rappeler non plus. Faudra qu'on fasse une anthologie à notre tour de ce qu'on s'est Parce conseillé que ouais. ou pas conseillé. On part à New York, on part à Washington Square, ou si vous y allez de temps en temps, vous pouvez croiser un brass band. Et moi, j'adore les fanfares et le Hypnotic Brass Band, un brass ensemble même, le Hypnotic Brass Ensemble, qui est pour moi un des meilleurs qui soit. Euh, et donc, qui a réédité. Alors, moi, je me suis complètement planté là-dessus. Il y a un album qui s'appelle Bad Boys of Jazz. Ça nous parle, dès qu'on voit Bad Boys, généralement on est content. Bad Boys of Jazz, qui serait sorti en 2020, et moi je suis complètement passé à travers. Et là, il a été réédité à la fin de l'hiver de cette année. Donc je suis retombé dessus et j'ai adoré un morceau de circonstance avec le début des finales qui s'appelle Showtime. Donc il y a plein de cuivres, c'est chaleureux à souhait, ça fait danser. Et moi, dès qu'il y a une trompette ou un trombone ou un tuba ou des trucs comme ça me fait péter un boulard. Très bien. T'as eu un autre coup de cœur en dehors de Track of the Week? Ouais, j'ai eu pas mal de coups de cœur. J'en ai eu un.
sur les sneakers, on en parlait tout à l'heure. Il y en a qui va rééditer tu vas montrer les images tout de suite, une Air Force One autour de Kobe Bryant. Et tu sais que Nike adore utiliser les images iconiques et de raconter des histoires là-dessus. Et ils ont utilisé cette fameuse image de Kobe en robe de chambre, en pyjama, avec la main gauche, l'autre main dans le plâtre. Et donc, ils ont mis tous les détails de cette tenue. Les lacets sont en espèce de tweed du pas de pyjama. L'ensemble est jaune avec un col violet pour les couleurs des Lakers. À l'intérieur, sur le semelle, il y a la photo de Kobe sur la ligne des lancers francs. Et il y a 1000 autres détails, un grand 8 derrière sur l'arrière. Voilà, la paire, elle est magnifique. En plus, ils lui ont donné le traitement Pro, c'est-à-dire qu'ils ont mis dans une Air Force la semelle React, l'amorti React, donc avec les matériaux d'aujourd'hui. Donc c'est ultra confortable. Je pense que comme d'habitude, on n'aura aucune chance de mettre le pied dedans. Mais j'ai trouvé le modèle vraiment chouette, l'idée sympa et voilà, les couleurs assez iconiques. Ça, c'était pour le coup de cœur. Et puis, un petit peu de lecture. Tu sais, en ce moment, il y a un procès qui fait grand bruit à Paris avec, avec McKim Kay. Tu le sais, ça. Ah oui, le cambriolage, c'est ça? Le cambriolage. Ben, il y Ouais. a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Les bijoux de la Kardashian, qui est une bande dessinée qui est sortie il y a quelques temps, quelques années, hein, puisque peu de temps après l'affaire, quand la reine des réseaux sociaux rencontre des papy braqueurs à vélo. Voilà, donc ça raconte toute l'histoire de la mise en place ce braquage totalement débile et foireux, et l'avènement de Kim Kardashian qui était à l'époque encore beaucoup moins connu que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, c'est chez Glénat. C'est avec Dumont, Vignol et Mardon qui ont travaillé sur ce projet. François Vignol, Julien Dumont, et les dessins sont de Grégory Mardon. Voilà, on- quand dans le prologue, il y a marqué cette phrase-là. Tout le monde a un cul, pourquoi on ne parle que du mien, Kim Kardashian? Tu as envie de dire, j'ai peut-être une idée. Voilà. C'est Donc, vrai qu'on on voit moins le tien que le sien sur les réseaux sociaux, Pierre. Il va falloir que tu... Peut-être que tu fasses un peu plus parler du tien, je pense. j'aurais pas le même arrondi en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et pas le même nombre de gens qui mettront un like sur ma publication. Bref, les bijoux de la Kardashian, le récit du braquage le plus improbable du siècle. Voilà. Pour tout comprendre à ce qui se trame actuellement dans les couloirs des palais de justice parisiens. Je connaissais pas du tout cette BD qui a l'air de valoir le détour carrément. Ah ouais, c'est rigolo. Alors moi j'ai un coup de cœur, mais c'est un peu honteux parce que c'est un coup de cœur que j'ai pas encore écouté parce que je sais qu'aujourd'hui, ce soir, doit sortir le nouveau morceau d'Evidence, l'un de mes rappeurs artistes préférés, son dernier album en date s'appelait Unlearning Volume 1. Avec Mhm. notamment mon pote Ivan à qui je passe un grand bonjour. On se disait, mais quand est-ce qu'il sort le volume 2? Là, il avait dit volume 1, donc il doit y avoir la suite qui arrive. Et donc, ça annonce, a priori, ça annonce la suite. Donc voilà, vous pourrez déjà, d'ores et déjà, je vous rajouterai le lien parce que, allez, je vais pas faire le chien, je vous mettrai le lien vers ce morceau que j'attends avec impatience d'écouter. Je suis sûr qu'il sera excellent et j'ai d'ores et déjà pris mes places parce qu'il doit venir en concert d'ici quelques semaines, début juillet, je crois, Evidence, il sera en concert à Paris. Ah Donc ouais. j'ai déjà pris mes places et j'ai hâte d'y être. C'est quand? Tu sais quand c'est? Je peux te retrouver la date sans aucun problème. Pierre Armand, je vais te dire ça à l'instant, en direct, live and direct. Je vais te donner cette information et j'encourage si voilà, tous les fans de... Comme ça, Si si vous vous voulez aimez le aller, hip-hop et le rap, ouais, c'est... c'est ça, si vous voulez rencontrer Théo en vrai, vous savez qu'il sera au concert donc d'Evidence. Donc vous Ouais. pouvez aller lui demander des petits conseils et des MOOC gratos. Je me trimballe pas des, je me trimballerai pas des MOOC au concert d'Evidence, mais ça sera le vendredi 18 juillet à la place à 19h30, concert d'Evidence à Paris. Ouais, Voilà, petite salle en plus. Ça sent l'achat de vinyle et la dépense inconsidérée. c'est bien possible. Si je pense que je m'offrirais bien un petit t-shirt pour aller avec ma collection de t-shirts Dilated People et autres. Donc ouais, c'est fort probable.
Tu es en train de nous teaser de futures reliques que tu nous montres jamais. Je pense que tu dois avoir une sélection de t-shirts, comme le dit le poète, de bâtard, et tu ne veux jamais nous les montrer. Mais bêtement, j'y pense pas, mais non, j'ai pas des pièces comme toi, Pierre Armand, surtout les miens, ils sont flingués. Moi, je suis toujours admiratif de l'état incroyable dans lequel tu nous sors tes t-shirts de collection, donc non, je peux pas rivaliser. Je sais reconnaître mes limites. Oui, mais parce que je suis un âne, c'est parce que j'ose pas les mettre pour pas les abîmer, mais toi, tu les portes, c'est ça qui est beau. J'ai vu une stat qui m'a fait marrer, Théo. Alors, j'arrive jamais, j'ai jamais la mémoire quand on dit 4 pieds, ça fait combien 4 pieds ça fait 4 fois Oh, tu 3. me poses des questions de mathématiques, c'est ce qu'il y a de pire au monde pour moi. Je suis archi nul en chiffres. Je peux te dire que 6 pieds 6, ça fait 1m98 parce que c'est la taille de Jordan et c'est à partir de là que je Ça va pars faire pour un tout. mètre, 4 pieds, ça va faire 1,20 m à peu près. Ok. D'accord? Donc, parce qu'on parlait d'Angel Reese tout à l'heure, Angel Reese est à 32,7% de réussite au tir. Arrête de rire, je sais pas comment c'est. Lorsqu'elle est à moins Hmm. de. Tu l'as vu cette stat? Non, j'ai pas vu. Lorsqu'elle est à moins de 3 mètres du panier. 32% de réussite lorsqu'elle est à moins de 3 mètres. Adversaire ou pas. Steph Curry est à 36% de réussite à 3 points, 36,1% de réussite sur sa carrière, quand il a un défenseur à moins d'1,20 m de lui. C'est-à-dire avec le bras tendu. Voilà, j'ai trouvé cette stat qui n'a aucun sens, qui n'a aucune, qui n'a aucune légitimité, qui ne veut rien dire, mais je tenais non pas à pointer du doigt les chiffres, mais à pointer du doigt, tu parlais des analytics, les gens qui passent du temps à essayer de trouver que Angel Reese est plus maladroite à 3 mètres du panier que Steph Curry à 3 points avec un mec à moins d'1,20 m. Voilà, voilà, je trouve que ça me fascine et je trouve que Internet, pour ça, a créé des nouveaux métiers et des nouvelles manières. Vous parlez de nouvelles manières de Ça, c'est consommer clair. ah, qu'on C'est- m'explique l'intérêt de ce truc-là. En plus, j'aime bien, mais je sais que c'est ton cas aussi, mais j'aime bien Angel Reese. J'ai vraiment du mal à comprendre, tu sais, quand même, pourquoi elle est dans le collimateur d'autant de personnes. C'est quelque chose que. Il y a quand même quelque chose, pas dire de louche, mais qui sent pas bon, en fait. Je trouve derrière la Bien sûr, manière dont bien cette sûr. joueuse est. Je sais bien entendu que c'était pas du tout le cas de ce que tu. C'était la stat qui était marrante, mais je sais. Il y a quelque chose qui sent pas bon dans la manière dont cette joueuse est ciblée, quand même, je trouve. Mais c'est toujours pareil, malheureusement, dans le basket féminin, hein. Rappelle-toi du traitement infligé à Liz Cambage, Oui. qui était. Alors, elle était. Qui avait plus de casseroles, quand même, Qui a, au bout du compte. qui a beaucoup plus de casseroles, mais elle a été plus stigmatisée de ses casseroles que plein de joueurs NBA qui en avaient fait Ça, c'est 30 et clair. plus, Et voire des bien pire, millions. surtout. Ouais. Après, Iskandar, elle a bien mérité de se prendre sa Mm. baigne contre le Nigeria, là, parce qu'elle a bien cherché aussi pour l'ensemble de son œuvre. Mais, et en plus, Iskandar, elle avait un- des, des- des- des soucis de santé mentale que vous aviez parfaitement exprimé dans un MOOC d'ailleurs, avec un papier assez passionnant. Je crois que c'est dans le MOOC More Than Ballers, il me semble, dont on C'est bien possible. croit qu'on Je a... sais que c'est Shai qui a écrit ce papier, ou Ouais, c'était. ouais, Ouais, je ouais. crois que c'est Shai. Non, pas sûr, c'était pas dans ce numéro-là, pardon. Mais peu importe, peu importe. Mais oui, c'était Shai qui l'avait écrit, ouais. Voilà. Et oui, je trouve que le traitement, il est nauséabond parce qu'il est forcément en mise en parallèle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il est forcément mis en parallèle avec, comment dirais-je, avec Caitlin Clark, on va pas se mentir, hein, avec Paige Buckers. Mais je trouve qu'il y a un traitement ultra, je sais pas, en ce moment nauséabond à New York sur Karl Anthony Towns. Je sais pas si tu as vu tout ce truc-là, qu'on Si, se si. moque de lui, ouais, ouais, parce qu'il a un côté, entre guillemets, avec toutes les précautions du monde, efféminé. Enfin, faut voir, tu sais, les micro-trottoirs où les gens demandent d'imiter Karl Anthony Towns. J'ai vu ça, ouais. Mm. Ouais, c'est borderline, hein. Mm. Je trouve à plein de niveaux. Euh, donc, ouais, je trouve que c'est plutôt moyen cette histoire autour d'Angel Reese. Mais c'est pour ça que c'est aussi le narratif de la WNBA, comme ça avait été le cas au début des années 80 entre Larry Bird et
et Magic Johnson aussi, hein, voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait être plus prudent. Alors, c'est sûr que, par contre, je suis totalement admiratif de l'effort que Caitlin Clark peut mettre pour essayer de montrer que ça n'a aucun sens et que qu'on lui foute la paix. Et voilà, donc qu'on arrête avec ces conneries-là. Parce que je pense que tout le monde doit en souffrir, mais voilà, il y a des clichés, il y a des clichés et une mise en avant de certaines choses de WNBA qui me plaît pas beaucoup, euh, même si je trouve que c'est des reines absolues, des guerrières. Il y a plein de gens qui se plaignent en voyant les arrivées, tu sais, les arrivées dans les couloirs, Hmm. en disant ouais, c'est pas un tapis rouge, pas un défilé, ferme ta gueule. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Enfin, c'est des athlètes, c'est leur moment. Ferme ta gueule, profite de voir des athlètes pareils être, être, être belles, bien dans leur corps, alors qu'on a dû les moquer pendant des années parce qu'elles étaient trop grandes, trop athlétiques, etc. Voilà, elles sont bien raison. Moi, Hmm. je suis bien admiratif de tout Non, t'as ça. raison. Ce qui est intéressant, mais c'est l'évolution du temps. Tu parlais tu sais, de la rivalité Bird Magic. La grosse différence pour moi, c'est qu'à l'époque, chaque fan d'un côté ou de l'autre disait que son joueur était meilleur. Il n'y avait pas la Ouais, volonté de dire l'autre est moins bon en fait. Et ça, je pense que c'est, tu vois, même si tu reprends des papiers d'époque, tu verras que les fans des Lakers respectaient Larry Bird. Ils disaient pas, bien sûr. il disait pas, il est nul, c'est une arnaque. Il disait Magic est meilleur et inversement pour les fans de Boston. Et bon, c'est question d'époque, c'est différent. Mais moi, ce qui me gêne maintenant, de manière très globale, pas uniquement pour la comparaison Clark et Angel Reese, c'est que quand il y a des confrontations comme ça, et on l'avait très bien vu durant la course pour le MVP entre Nikola Jokic et Joel Embiid, c'est que chaque camp va essayer de diminuer, de tirer sur l'adversaire au lieu de mettre en avant son champion d'une certaine manière. Là, j'ai bien saisi, hein, voilà, c'est l'époque, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça que je trouve effectivement, comme tu le dis, nauséabond, néfaste et malsain, quoi. Ouais, c'est pas terrible, pas terrible. Dommage parce que je pensais que ça avancerait mieux et plus vite à ce niveau-là. Ouais, Est-ce que tu as une relique, Théo, cette semaine? absolument. J'ai une relique en 3 temps. Alors, première chose, et je l'avais déjà présenté pour cette raison-là, c'est les 30 ans de cet album des Beatnuts, Ouais, leur premier album, voilà, Street Street Level. Level, Ouais. voilà, excellent, culte, que j'adore. Et pour fêter les 30 ans de cet album, les Beatnuts sont en concert, sont en tournée et en concert à Paris et dans quelques heures, je vais prendre ma place avec grand plaisir parce que avec le Secret Espoir qui joueront l'album de A à Z, comme c'est le cas maintenant souvent pour les tournées anniversaires. Mais du coup, ma relique, elle n'est pas extraite de cet album-là. C'est ce morceau à la pochette catastrophique. J'ai pas d'autres termes. Voilà, morceau des Beatnuts bien plus récent. We Got the Funk. Voilà, pochette avec catastrophique. Par contre, le morceau c'est tout ce que j'aime dans les Beatnuts. C'est dansant, c'est efficace. C'est au bout du compte deux rappeurs. Si on faisait, tu sais, le panthéon des meilleurs rappeurs du monde, ils seraient certainement même pas sur la carte en termes de qualité lyriciste. Mais c'est deux rappeurs que j'adore en fait, parce que c'est juste de la bonne musique, c'est juste kiffant, c'est juste de la punchline. Ils essayent pas d'être Nas, Prodigy ou Kendrick Lamar. Ils font du beatnuts à 100%. Et ce morceau, We Got the Funk, voilà, je vous mets au défi de le mettre fort dans votre voiture et de pas hocher la tête de manière frénétique. Donc, c'est ma relique de la semaine. Mais ne montrez pas la pochette à votre épouse. Sinon, elle ne vous laissera pas le temps de le jouer dans la voiture. Eh bien, moi, écoute, Théo, ma relique, pourtant, elle vient de sortir. Mais ça sera une relique. Pourquoi? Parce que on cherche souvent, nous, à parler de sport avec nos enfants. On ne sait pas comment leur expliquer certaines choses. Et il y a cette série qui est plutôt cool, qui s'appelle Petit et Grand. Alors, tu as, une collection qui s'appelle Petite et Grande, ici, avec que des femmes iconiques. Ça peut être, on a Frida Kahlo, Mère Teresa, ça va dans toutes les époques. Tu as Billie Jean King, Agatha Christie, Josephine Baker, bien sûr. Ça va même jusqu'à Michelle Obama, Greta Thunberg, et voilà. Et puis de l'autre côté, tu as Petit et Grand, où là, bah, tu as
Martin Luther King, David Bowie, Nelson Mandela, Terry Fox, tu as même Stephen Hawking, je trouvais génial. Et moi, il y avait donc toute la collection, je regardais, je me suis dit, putain, ce serait quand même génial. Dans ma tête, je me dis, c'est quand même génial. Ouais. Et donc, ils ont fait, La classe, ça. ils ont fait un truc sur Michael Jordan avec la langue qui pend. Et quand j'ai vu ça, je me dis, bon, bah, ça, c'est le genre de livre que vous pouvez acheter à vos enfants et qui garderont peut-être tout au long de leur vie et que ce sera une relique, pour eux, en tout cas, une Madeleine de Proust. Donc voilà, on te raconte l'histoire de Michael Jordan et en te disant, au final universitaire, Michael marqua le dernier panier, un succès qui le mènera plus tard aux Jeux Olympiques et alors, avec le dossard 23, il rejoint les Chicago Bulls en NBA, la plus grande ligue professionnelle qui existe dans ce sport. Les Chicago Bulls n'étaient pas encore rentrés dans l'histoire, mais Michael, en bon coéquipier, les mena à la C'est victoire. moche de mentir aux enfants comme ça. 6 ans plus tard, ils gagnèrent leur premier championnat et à la suite, ils le reportèrent encore 2 fois. Alors, je ne sais pas qui est ce monsieur ni qui celui-là, mais on reconnaît bien Michael. On parle de la mort de son père quand même, hein, et de son retour aux affaires. Le jour de la fête des pères, voilà, Air Jordan est de retour. On dit qu'il gagne son 4e titre. On reconnaît Phil Jackson ici. Phil Jackson qui s'en va et le jour du 6e titre. Voilà, et donc on raconte que maintenant, tu vois, alors Michael Jordan playground, terrain de jeu Michael Jordan. Ah oui. Aujourd'hui, il est devenu un entrepreneur à succès avec la photo avec Obama ici. Et voilà, et qu'il est là, il donne toujours le meilleur de lui-même, avec, alors juste au début, avec sa mère qui le console parce qu'il n'a pas été pris. Tu savais qu'il n'avait pas été pris Ah dans oui. son équipe, Ah le bon? petit Michael? Non, je sais pas. Parce qu'il était trop petit. Donc du coup, il est allé jouer Ah. à l'Inter de Madrid avec football. Avec Joël Batz. Avec Joel Batz. Et donc après, il y a un petit, son histoire. Et voilà, et je trouvais ça super bien. Ah, cool, Et, les maillots. Ouais. c'est joli à raconter. Je pense que j'ai dû la raconter à peu près 200 fois déjà à un gamin de 3 ans. Donc, il y a plein de belles choses là-dessus, sur l'inspiration. Et voilà, quand tu vois un livre comme ça sortir, j'étais obligé de l'acheter. Il est en plus à 11,95 €. Très cool, très 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 Très, chouette. très Franchement, cool. je connaissais pas du tout. Ouais. Et je Moi trouve non la, plus. la cover et les dessins vraiment sympas. Ah ouais. Et donc, vraiment, à vous procurer, je pense que ça doit se commander, se trouver partout. Euh, voilà. La collection s'appelle Little People, Big Dreams. Voilà. Cool. Et ben, on vous met les liens comme toujours. On vous met les liens en description de ce podcast. Voilà. Pierre Armand, merci. Merci. Je suis quand même vraiment jaloux de ton t-shirt slam avec mon gars Tracy McGrady sur la cover, là, un des joueurs qui m'a le plus fait vibrer quand même sur le talent. Joueur On parle, incroyable. on parle de Tracy McGrady, du Moment de vérité, de Paul Pierce, le moins content, des Clippers et de Sean Marion dans ce numéro de Slam numéro 46. Que j'ai dû avoir en ma possession avant de déménager, de laisser pas mal de slam de côté. Merci pour tout, Pierre Armand. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous souhaite de kiffer votre week-end et surtout les finales NBA qu'on a attendu toute l'année. Donc là, c'est le meilleur moment pour nous. J'espère que vous avez pris le réflexe comme nous, si vous pouvez pas voir tous les matchs en direct, de bien mettre de virer toutes les notifications pour pas être pourri ou ne pas vous faire pourrir le résultat par l'un des groupes WhatsApp auxquels que vous n'avez pas pensé à débrancher. Bref, profitez bien du moment. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut à tous.